C'est le numéro 36 que nous vous proposons cette semaine, un numéro 36, vous l'aurez compris, qui est un petit peu sous le signe de Google, puisque au moment où nous enregistrons, se termine la keynote d'introduction de Google I.O. Et pour parler de tout ça, dans ce numéro 36, donc, nous avons d'un côté Sébastien. Bonjour Sébastien, et puis de l'autre David. Bonjour David. Bonjour. On va donc aborder ensemble cette question de Google I.O. évidemment, mais avant cela, un petit passage par le courrier des lecteurs avec tout d'abord le commentaire de Jean concernant cette présentation que nous a proposé Marc il y a quelques temps maintenant de la Surface 3, de la tablette de Microsoft Surface 3. Il avait noté quelques erreurs factuelles dans ce que disait Marc. Bon, ok, mais à culpa pour lui. Comme par exemple le fait que la tablette n'accepte pas l'USB 3, il semble que ce soit le cas, donc ok, tant mieux pour tout le monde à ce moment-là. Il avait surévalué aussi le prix du stylet, notre ami Marc, il nous avait dit qu'il coûterait 89 €, il n'en coûte que 49 €. Ok, les 40 € de trop sont pour ma poche. Voilà, donc désolé, encore une fois, on attend avec impatience évidemment le retour d'expérience de Marc concernant donc la Surface 3, ce sera très prochainement. D'autre part, un Sébastien, pas le nôtre, un autre, a fait un commentaire par rapport au notre numéro 34 concernant la valorisation de beurre. Dans notre numéro 34, effectivement, on avait une fois de plus parlé de beurre et de sa valorisation qui nous paraissait assez incroyable, voire excessive. Sébastien a une idée possible de cette évaluation et trouverait que ce soit assez normal si on tient compte par exemple des voitures sans chauffeur. Il semblerait que beurre, pour lui en tout cas, soit une grande répétition générale ou en tout cas une mise en place d'une certaine logistique. Après, il suffit de plus que de retirer les chauffeurs et là à ce moment-là on est devant un modèle tout à fait cohérent ou de science-fiction. Je sais pas, Sébastien, ce que t'en penses. Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce qu'on est dans une bulle? Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? C'est certainement pas de la science-fiction. Maintenant, ça veut pas dire parce qu'ils ont leur premier marché qui est sur lequel ils dominent, que sur un nouveau marché qu'ils vont créer avec la bagnole automatique, ils seront dominants de facto. Ouais. Peut-être pas. Il y a une probabilité importante parce qu'ils sont déjà sur le marché, mais c'est pas sûr. Il y a d'autres acteurs qui s'intéressent à ça, dont Google, dont Apple, dont d'autres encore. Et puis tous les fabricants de voitures, faudra pas les oublier non plus, ceux-là. Effectivement, oui. Voilà, ils sont là depuis quand même quelques années. Par contre, au niveau valorisation, on en a parlé déjà depuis très longtemps. Maintenant, ça se confirme. Il y a d'autres analystes. Il y a un article qu'on peut publier à ce propos. La bulle est là. Il y a aucun doute. Maintenant, la question est dans la gueule de qui ça éclatera. Et d'après les analystes, ça éclatera plutôt dans la tête des entrepreneurs et des employés. Voilà. Donc à lire la suite sur l'article, c'est assez intéressant. D'accord, donc oui, le propre d'une bulle économique, en l'occurrence, c'est d'imploser à un moment ou à un autre. Le tout, c'est de voir quand. Ça, c'est une autre question, effectivement. Encore un avis, enfin une opinion, enfin un commentaire par rapport au numéro précédent, le numéro 35, de la part de Alain, qui est prêt pour le test de Automatic par Marc. Automatic, c'est la marque, c'est la société qui a créé une application pour, plus qu'une application même, un kit OBD qui se plug sur la voiture pour permettre de visualiser différents éléments de fonctionnement du véhicule. Je vous renvoie au numéro précédent pour en savoir plus. On attend ça avec impatience aussi puisque Marc nous l'a promis, ce test prochain. Et il nous rappelle, et il a raison de le faire, qu'on a promis un test sur les caméras de surveillance des lignes, Sébastien. On l'a promis, on le fera. Donc voilà. Donc voilà, c'est promis, c'est promis. Mais quand, ça c'est une autre question. Ça me permet juste de faire une petite aparté pour signaler qu'on aura prochainement une série spéciale domotique avec un intervenant de plus qui est un peu spécialiste dans le domaine. Donc on vous tiendra bien entendu au courant dans les jours, les semaines qui viennent. On peut commencer, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je vois David qui... On est prêt. Il est prêt. De ce côté-ci, on est prêt aussi. Et on commence avec la lettre A et on attaque de facto la Google I.O. et la keynote puisqu'on commence avec Android, Sébastien. Alors, Android, que dire? Parce que c'est un peu... c'est énorme, parce que les gars, ils ont fait une conférence... D'ailleurs, elle est encore en route maintenant, on enregistre à
petit peu après 8h, approche de 9h même déjà. Et ils ont commencé à 6h30, donc ça fait déjà plusieurs heures de blabla, de nouveautés en tout genre, pas mal de petites nouveautés. On ne saura pas toutes les citer, désolé, il faudra aller voir les différents articles sur le web à ce propos. Par contre, on peut déjà vous dire que ce que vous avez lu ces dernières semaines, la plupart étaient vrais et c'est vérifié ce soir. Donc on commence avec un Android M, M comme M. Et après L, quoi, hein, voilà. Oui. Donc il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de marque, il n'y a rien cette fois-ci. Même pas Muffins. Même pas de muffins, même pas de Mentos, même pas de M&M's. M&M's, non, rien. M, ça viendra, hein, peut-être. On rappelle que par défaut, c'est une sucrerie, toujours un dessert, quoi, qui est toujours proposé par... Enfin, voilà, c'est une habitude chez Google et pour Android. Oui. Alors, il est prévu pour le Q3, donc c'est pas prévu pour ce soir, mais il y a déjà une développeur preview pour ceux qui ont envie de jouer avec. Au niveau des nouveautés, on pense à Android P, même si Android P ne sera probablement pas limité à Android M, mais voilà, ça c'est une des grosses nouveautés de la bête. Android P, bah, c'est le concurrent d'Apple Pay, c'est le concurrent de Samsung Pay, c'est le concurrent pour faire du paiement mobile. D'accord. Avec le même genre de fonctionnalité que ce qu'on trouve sur l'Apple Pay, c'est-à-dire vous enregistrez vos cartes et quand vous faites un paiement, c'est une carte, un token qui est utilisé, pas votre numéro de carte. Donc c'est pas votre numéro de carte n'est pas transmis au marchand. D'accord. Et alors c'est prévu aussi bien pour faire de l'achat en magasin avec toute une série d'acteurs comme McDonald's, comme je sais plus qui d'ailleurs, qu'ils ont annoncé aux États-Unis. Hein, donc c'est pas pour tout de suite non plus en Europe. Mais c'est aussi prévu pour de l'online. Donc là ils vont faire du paiement sur votre téléphone. Bon, c'est un peu logique, hein, c'est de l'Android et probablement aussi de l'achat online. Donc ça c'est Android P. Il y a encore certainement beaucoup d'autres choses à dire, on y reviendra, hein, mais sinon on n'est pas couché. Il y a aussi une nouvelle gestion de permission qui est prévue. Donc maintenant quand tu installes une application, tu ne dois plus accepter toutes les permissions que tu donnes à cette brave application. Il a accès à rien, mais il fonctionne. Et au fur et à mesure que tu vas utiliser l'une ou l'autre fonctionnalité de l'application, il va te demander l'accès à la permission. Ça, c'est pas mal. Ça, pour bien comprendre à quoi correspond la permission, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ouais. Alors, c'est un peu pour ça qu'ils le font, mais aussi surtout pour pouvoir permettre les mises à jour faciles. Parce qu'aujourd'hui, les mises à jour qui demandent une nouvelle permission sont bloquées jusqu'à ce que tu ailles dans le Play Store. Et comme la plupart des gens ne vont pas dans le Play Store pour faire la mise à jour, eh ben, les nouvelles versions des applications, elles restent bloquées. Donc ça les embête fortement. Et donc ça c'est leur réponse à cette problématique qui est une très bonne réponse, je veux dire. Alors ils ont aussi l'ajout du fingerprint, voilà, géré par l'OS, aussi bien pour faire du paiement que pour faire de l'authentification. Les Samsung avaient déjà cette fonctionnalité, ce sera maintenant de base dans l'OS. Rien de nouveau. Hein, non, mais enfin, ça va ouvrir la porte à pas mal de fabricants aussi. Et tous les fabricants vont pouvoir ajouter cette fonctionnalité sur le haut de gamme, quoi, en gros. Oui, c'est ça, maintenant, donc voilà, ce sera le standard. Il y a toute une nouveauté au niveau de Chrome sur la gestion des tabs qui permet d'avoir une meilleure personnalisation par le site web des tabs et des interactions natives, des trucs. Voilà, le but étant de faire ressembler le site à une application. Et d'ailleurs, on pourra avoir un raccourci vers ces applications directement sur la home, etc. Je pense que c'est déjà possible avec quelques launchers. Donc ça, c'est une des autres nouveautés. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et dans les liens... Alors, si vous envoyez un mail aujourd'hui, vous pouvez difficilement... Il y a déjà des intents, hein, il y a des possibilités sur Android de détecter, ok, ce lien, c'est quelque chose qui a une fonctionnalité dans mon application, j'ouvre la photo, par exemple, à tel endroit, etc. Ils vont aller un petit peu plus loin là-dedans pour avoir vraiment des liens qui sont prévus. Je vais essayer de recommencer pour être un peu plus clair. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc, les intents, vous avez ça en application, mais dans les liens, c'était pas possible. D'accord. Vous envoyez un mail aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un lien vers un tweet en direct sur votre application Twitter. C'est prévu. Voilà. D'accord. Donc ça va permettre
Bah, ça va permettre d'ouvrir les bonnes choses aux bons endroits, surtout. Parce que oui, c'est ça. Mais c'est nouveau, c'est pas une énorme révolution, c'est plein de petits ajouts, des milliers de corrections, et puis des améliorations au niveau gestion du power. Donc tout ce qui est utilisation de la batterie. D'abord, ça passe aussi en USB-C, pour tout ce qui est recharge. Bien étrangement, si ça vous rappelle d'autres périphériques. Ça passe en USB-C et qui va, selon eux, pouvoir permettre des recharges de 3 à 5 fois plus rapides. D'accord. Alléluia. Et ils ont un nouveau mode, le dose. Est-ce que ça te dit quelque chose, le dose? Si tu prends ta dose, non. Le dose, ça te permet de faire un sleep un peu plus intelligent. C'est-à-dire que quand ta tablette ou ton téléphone sont en stand-by, d'accord, ça consomme. Ouais. Ben, voilà. Et pour le moment, ça consomme, si tu as une application qui va chercher ses mails, ça consomme pour aller chercher les mails en permanence, etc. Ben là, ils vont faire en sorte que ça te permet toujours pour certaines applications d'avoir le fait qu'on t'ouvre un chat, qu'on t'envoie un mail, qu'on t'envoie, etc. Mais ça met en sommeil beaucoup de processus de manière un peu plus longue, et ils ont, grâce à ça, augmenté de 2 fois le temps que tu peux rester en stand-by sur tes périphériques, les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ce sera juste grâce à la mise à jour. Bah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça existait déjà sur un OS concurrent. D'accord. Donc faut pas, ça se copie d'une fois à l'autre. Ouais. Enfin bon, c'est une façon intelligente, c'est une mise en veille intelligente, quoi, en gros. C'est ça, un peu plus intelligente. Et peut-être que l'année prochaine, ils vont nous inventer l'Hibernate. Qui sait? Pourquoi pas? Voilà. Pour quand ta batterie est morte. Je à la tête de l'autre côté de David, qui est pas tout à fait d'accord. Si, je suis d'accord sur ce que Seb a expliqué, mais pour moi, il passe un petit peu toute la partie grand public qui est sympa quand même dans les annonces qui ont été faites. Où il va y venir, je ne sais pas. Voilà, on est qu'au premier point. Voilà. Je le trouve un petit peu méchant contre nos gentils amis de chez Google. Non, c'est pas méchant, c'est juste narquois. Non, disons que cette fois-ci, alors c'est plutôt ma conclusion, mais elle va arriver tout de suite. Je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont sympathiques, il y a plein de nouveautés. J'aime bien Google, j'aime bien la plupart des produits, mais il manque un truc. Waouh, tu vois, ils n'ont pas fait une sortie de Google d'un produit comme ils ont fait à l'époque avec le Google Glass, ou quand ils ont sorti Android, ou quand ils ont sorti des trucs comme ça. Donc il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés sur le point suivant avec Android Wear. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon vous ne serez pas couché avec les 4 heures de podcast. Dans Google Wear, il y aura Android Wear. Android, Google. Il y aura une nouveauté maintenant pour les applications, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'avoir l'heure en temps qui est tout le temps allumée sur votre montre. Ça, vous pouvez le faire. Par contre, une application, elle peut pas. Maintenant, elle peut. Donc, vous pourrez tuer votre batterie gentiment. Et sauf qu'ils ont été intelligents. Bravo Google. Pendant qu'elle est allumée en permanence, elle passe en noir et blanc. Donc, elle économise un petit peu la batterie. Donc, ça, c'est la petite nouveauté qui est sympathique. Et alors, autre nouveauté que j'attends avec impatience, parce que c'est vrai que ça, c'est à se demander pourquoi ça n'y était pas depuis le début, c'est qu'on pourra faire des gestures avec son petit bras. C'est-à-dire que si je veux passer à la carte suivante, donc la carte, c'est les petites images qui arrivent en montrant, la météo, vous êtes à 10 minutes de chez vous, etc. Et bien, vous faites bouger votre poignet. D'accord. Voilà, c'était un peu évident, la montre est au poignet. Mais donc, ça va arriver dans quelques semaines, c'est génial. J'imagine que si tu te fais attaquer par un moustique... ça va tourner dans tous les sens. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que tu dois parfois avoir 2 mains encore avec une montre, c'est dommage. Donc là, c'est une évolution assez logique et assez intéressante. La meilleure annonce pour moi de la soirée, c'était le point suivant, Brio. Brio, c'est le point à retenir, c'est une nouvelle version d'Android dans lequel ils ont tout scrappé. Donc il reste juste le cœur et l'accès aux différents moyens de connexion, Wi-Fi, Bluetooth, etc. De dire à quoi ça sert en Android où on a tout scrappé, et ben ça sert à tous les objets connectés. Donc ils veulent être aussi les rois du monde des objets connectés, pour pouvoir être avoir ta télé, pas la télé parce qu'ils ont mis Android dessus, mais si tu veux avoir ta machine à laver, ton four, ton frigo, que sais-je connecté, eh bien ils vont essayer d'avoir un Android dessus pour qu'ils puissent facilement dialoguer avec un autre périphérique Android.
ce qui est logique. Le tout est vraiment très réduit et consomme peu de mémoire et peu de CPU selon eux. Par contre, au niveau timing, il faudra attendre fin 2015, Q4 pour pouvoir avoir une version complète disponible et Q3 je pense pour des développeurs preview, donc on a encore un peu le temps là-dessus. Ce qui est intéressant et qu'ils ont rajouté aussi avec brio, c'est toute une couche qu'ils appellent Weave. Weave, c'est juste une description d'action qu'un périphérique peut faire. Et donc si vous connaissez le JSON ça ressemble un petit peu de près ou de loin à ça, donc c'est juste un tag avec en disant voilà je m'appelle le frigo et l'action c'est ouvrir porte, éteindre lumière ou que sais-je. Ouais. Et donc ces périphériques pourront s'envoyer ça entre eux pour pouvoir interagir et rendre votre maison un peu plus intelligente. Donc ça, moi je veux dire que ça m'enchante un peu dans le sens où aujourd'hui on bidouille un peu avec de la domotique, on s'amuse un peu tous de près ou de loin, et il nous manque une interface globale pour ça. Donc il y a quelques projets qui existent comme Aperium, comme Domotix, comme d'autres, on en parlera très prochainement, mais voilà, c'est encore les balbutiements et il manque vraiment un gros acteur comme effectivement ici Google ou Apple ou un autre, pour mettre de l'ordre dans tout ça et que voilà, on puisse facilement contrôler tous ces périphériques et pas devoir avoir une application D-Link, une application Nest, une application machin, etc. J'en ai 15 sur mon téléphone pour contrôler mes périphériques. Encore faut-il que les fabricants jouent le jeu et s'accordent leur violon dans ce sens-là. Parce qu'on l'a vu par exemple avec Philips qui a un format propriétaire, il y en a d'autres qui ont comme ça mis en place des systèmes. Ça ne les empêche probablement pas d'avoir les deux en même temps. Et l'avantage de supporter le Weave, encore un nouveau nom à retenir, c'est que dans ton téléphone, tu vois qu'ils ont déjà prévu toutes les applications pour, et tu vois ton ampoule, tu vois ton frigo, et tu peux déjà interagir sans avoir besoin de la moindre application supplémentaire sur ton téléphone. Donc voilà, les manufacturiers seront certainement contents de faire des économies de développement grâce à ça. Super. Donc ça devrait tourner. Aussi, il y a pas mal de nouveautés sur Google Now, et là c'est aussi quelque chose c'est lié à Google et tu vois qu'ils dominent d'une manière incroyable la technologie. C'est vraiment impressionnant. Tu reçois un mail sur, je sais plus ce qu'elle avait pris comme exemple, mais passons sur Terminator et on te propose d'aller voir le dernier Terminator au cinéma. Tu dis ouais, ok, c'est très bien, mais je veux d'abord savoir de quoi raconte ce film. Je ne connais pas Terminator. On ne sait jamais. Hein. C'est possible. Et donc tu touches sur ta double home machin pour avoir ton Google Now qui débarque, et Google Now te donne directement le résumé du film parce qu'il a lu ton mail. Joie, plaisir. Et il a lu en même temps que toi le mail et il sait que tu veux que ton ami te parle de cinéma et il te donne directement les informations sur le film que ton ami te propose d'aller voir. Il te raconte déjà la fin, en plus il spoil. Et en plus il te propose pas le spoiler, il te propose la bande-annonce. Donc ils ont toute une série d'exemples comme ça, c'est assez bluffant. T'es en train de regarder une recette de cuisine sur un site et tu fais Google Now, c'est quoi un machin brol, truc muche, un nom que t'as jamais entendu parler, et il te montre les images qui vont avec. T'écoutes une chanson, tu demandes les infos sur l'artiste, etc. Au quotidien, Google Now, c'est une petite révolution en soi. Moi, je suis chaque fois bluffé par ces propositions. Je sais pas, David. Oui et non. Je suis content qu'il le pousse un peu plus loin parce qu'aujourd'hui c'est des cartes. Enfin voilà, c'est gentil pour suivre des actualités. Effectivement, on reçoit de l'info un peu plus personnalisée. C'est encore super gentil par rapport à ce que Google peut faire. C'est sûr que s'il prend le temps de lire tous mes mails, il va pouvoir être nettement meilleur dans ses prédictions. Je suis pas sûr que ce soit super rassurant, mais bon, on va de toute façon y passer, que ce soit dans l'univers Google ou dans l'univers Apple. C'est un peu, on sent qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à ce que d'autres grandes marques ont déjà annoncé, que ce soit Apple ou Microsoft ces derniers temps. Mais c'est bien, ça reste dans l'esprit Google. Moi, j'aime beaucoup, donc voilà. Parfait. On poursuit peut-être, on accélère en même temps. Le reste m'intéressait moins, donc ça va aller beaucoup plus vite. Il y a une nouvelle app photo. Alors, comme je dirais en résumé par écrit, ça pulse du mouton, tout ça. Hein, donc elle est top. Hein. Elle est top, la nouvelle app. Tu permets de zoomer sur... t'as un zoom qui te permet de revoir toutes les photos sur plusieurs années, les classements, il retrouve les personnes. Enfin bref, le truc a l'air exceptionnel. Là aussi, David a un commentaire. Là, c'est pas que j'ai un commentaire, c'est
c'est que je crois que je partage pas du tout le même avis. C'est une grosse évolution. Déjà, rien que parce qu'ils proposent le stockage illimité en photo et en J'allais le dire, vidéo. je l'ai noté ici. Je l'ai noté là, monsieur. C'est la grosse annonce. Mais c'est la grosse annonce et toi, tu la passes en disant, ouais, ça pulse du mouton, quoi. Il y a Mais moyen. j'avais pas fini. Pour le grand public, c'est de l'info intéressante. Donc, ouais, personnellement, je m'en fous qu'ils stockent mes photos. Hein. J'ai jamais été question que j'envoie la moindre photo à Google. Mais effectivement, toute la foule, la foule s'est levée, tout le monde a applaudi, donc ils trouvaient ça génial. Donc, effectivement, et tu peux stocker des photos en résolution native de 16 mégapixels ou en 1080p. Ils stockent tes vidéos de manière illimitée aussi, gratos. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Ah ben voilà, quand même. Standing ovation, quand même. Standing ovation pour ça, voilà, pour le 1080p gratos. C'est vrai. Et puis... Oui, je coupe juste encore parce qu'il y a une information dont Seb n'a pas parlé, c'est qu'il fait des propositions de montage photo et montage vidéo automatique. Tu es un fou et que c'est relativement impressionnant. Voilà. Non, c'est top. Et puis il y a encore des dizaines et des dizaines d'autres annonces. Il y a l'Android One et toutes des annonces d'amélioration pour tout ce qui est accès à l'internet pour tous les pays en voie de développement et qui sont en 2G, qui prennent 2 minutes pour charger la homepage de Google. Et ben, ils ont trouvé des solutions pour que ça aille plus vite, ça nous aidera aussi, c'est top. Ils ont le Family Store qui va débarquer, donc le Play Store pour les enfants et les familles. Donc voilà, ça c'est annoncé aussi. Ouais. Ils ont des applications pour les développeurs, un Cloud Test Lab qui vous permet de tester vos applications sur plusieurs devices, une vingtaine je pense, ça va débarquer, c'est top aussi. Et ils ont des nouvelles fonctionnalités pour de la publicité, magnifique, pour pouvoir faire la promo de ton application. Ils en ont encore beaucoup. Donc ça c'est vraiment, ça risque de faire du bruit dans dans des dizaines de domaines différents. Mais celui qui devrait faire le plus de bruit probablement, c'est celui pour la fin de l'année. Pour moi, c'est Brio. Brio, ça reste pour toi parce que c'est ta sensibilité aussi, c'est parce que ça te parle au niveau technique et informatique. Alors oui, évidemment, ça me parle au niveau technique, mais surtout, je vois le potentiel d'un point de vue équipementier, matos, tout ce qui peut en sortir après, tout ce que l'industrie peut en faire. Et donc l'industrie, si elle suit Brio, peut vraiment faire quelque chose de brillant. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter par rapport à la keynote ou en marge de la keynote par rapport à la smartwatch par exemple? Oui, j'ai 2-3 petits détails sur là-dessus. La smartwatch, alors c'est une smartwatch de base, vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Android, sauf que ici c'est un case de quelqu'un qui s'est amusé à hacker un petit peu sa montre pour la connecter à un truc intelligent. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un périphérique, les diabétiques doivent le connaître mieux que moi, parce que j'ai la chance de ne pas avoir cette connerie. Le diabète, tu veux dire, oui. Le diabète. Et donc, ça permet de mesurer ton taux de sucre en permanence. Pas mal. Et donc ça, c'est un truc qui existe. Sauf que grâce à ça, grâce à ce que ce monsieur a fait, tu as les informations sur ta montre, parce que le truc qui le mesure en permanence, apparemment, c'est pas très convivial. Ici, tu peux l'avoir sur ta montre, tu peux te créer des alertes, et surtout, tu peux le mesurer à distance. C'est-à-dire que le monsieur, il l'a fait pour surveiller le taux de son fils. D'accord. Et voilà, ça peut sauver des vies. Chapeau, c'est toutes les évolutions que j'espère avoir dans les prochaines années pour ces montres intelligentes et que ça ne nous donnera pas juste l'heure. Donc voilà, ça c'est des bons projets. Je ne sais plus comment ça s'appelle le truc qu'il y a avec, mais on vous mettra le lien, vous verrez toutes les infos. Et enfin, la NSA qui a tenté de se manger le Play Store. Ça n'a pas dû plaire, ça. C'est une confirmation et je pense que ça date pas d'hier, mais on a une confirmation officielle maintenant que la NSA a essayé de rentrer dans le Google Play et le Samsung App Store pour balancer leur petit malware gentiment à tout le monde pour faire comme pour aller lire ta mail. Oui, c'est ça, pour aller le scotcher à des applications, à télécharger, des choses du genre.
C'est ça, pour Ouais. pouvoir effectivement, quand tu installes le Facebook qui est validé par Google, c'est génial, tu te sois chopé un petit virus en plus Ouais. qui permettent de savoir où tu es, qui tu es, quand tu es, qui tu appelles, etc. etc. Donc apparemment, ils n'ont pas réussi, du moins c'est ce qui est annoncé. De toute façon, c'est Google qui lit tes mails, donc... Voilà. Mais ça, publiquement, en tout cas, ça ne plaît pas à Google qui annonce avoir de toute façon à rajouter une série de mesures de sécurité pour contrer ce genre de saloperie. Ouais, Google n'aime pas la concurrence, en fait, c'est ça. Ok, je pense qu'on a fait un fameux tour, hein, comme je l'avais dit au début, par rapport à... Il y a 2 heures que je me suis scotché la Google View, les gars. Elle n'était pas finie quand on a commencé à enregistrer, effectivement. Évidemment, s'il y a des choses à côté desquelles on serait peut-être passé éventuellement, ou qui se développent dans les semaines à venir, on manquera pas de le relater dans un prochain numéro des Technos. On passe à la lettre A, on reste à la lettre A, mais cette fois comme Apple, Seb, pour parler de ce fameux SMS, le SMS qui tue. Eh ben, t'as presque tout dit. Ouais. Je sais pas si tu sais le lire, toi. Ah non, moi, C'est c'est illisible. Voilà. C'est des hiéroglyphes. C'est Si un vous mélange de voyez- police de caractères manifestement arabe et autre chose. Il n'y a pas que ça. Enfin, c'est assez particulier. Oui, alors c'était de l'arabe et de l'indien ou un truc comme Quelque ça. chose comme ça, oui. Oui, si je ne m'abuse. Et donc, c'est un message qui fait planter, suivant les appareils, suivant les versions, ça fait planter soit l'application iMessage. Ouais. Bon, c'est dommage, hein, plus de messages avec vos amis. Il y a moyen de la récupérer, mais c'est pas évident. Pour le moment, la hotline d'Apple, elle explose. Hein, mais l'astuce pour la récupérer pour le moment, c'est soit de se faire envoyer un autre message, soit d'envoyer une photo à cette personne. Comme ça, c'est plus votre dernier message. Et apparemment, il y a moyen de lancer l'application. C'est un peu un hack de la mort, là. Hein. Ouais. Sinon, c'est foutu, hein, vous savez plus avoir de messages. Et donc, Apple confirme, il travaille sur une solution et ça touche quand même les iPhones à partir d'iOS 6. D'accord. Apparemment pas avant. Donc, retournez à iOS 5, sinon, C'est pas nouveau, hein, ces histoires d'SMS qui posent Non. problème. Je me rappelle que Nokia, il y a très longtemps, avant les smartphones, avait eu un problème similaire sur certains modèles où on envoyait un code particulier et on générait, je pense, des SMS en voie de retour, évidemment sur des numéros surtaxés et des choses du genre. Et ça posait de vrais problèmes. Je sais pas si l'un de vous s'en souvient. Oui, non, celui-là je m'en souviens, mais il y en avait eu un autre aussi sur l'iPhone en 2013. Et là, c'était pas un message, c'était juste un texte que tu pouvais mettre sur un site web et ça plantait. Voilà. C'est une petite fini pour l'iPhone. plaisanterie de ce genre-là. Voilà, tu mettais un petit texte, coucou les gars sur votre iPhone, et c'était fini pour eux. Voilà. Ok. On passe à David pour parler encore Apple et Apple Watch en l'occurrence. Oui, une petite news concernant l'Apple Watch, en dehors qu'elle ne se vend pas si bien que ça. Au final, il y a une première amende qui est tombée pour utilisation de l'Apple Watch au Québec. D'accord. Et donc il y a un monsieur qui s'est dit oui, mais je voudrais changer de musique. Il était au volant, il conduisait sa voiture. Il s'est dit je veux changer de musique, plutôt que de prendre mon smartphone pour changer de musique, je vais utiliser mon Apple Watch puisqu'elle est là et que c'est une montre. Et il fallait pas. Parce que le gentil monsieur de la police a défini qu'il avait fait usage de son téléphone et donc que l'Apple Watch était considéré comme un téléphone et donc ça lui a coûté 125 $ canadiens et 4 points sur son permis puisque les Canadiens ont la chance d'avoir des points sur leur permis. Donc juste petit rappel, et pour le moment, même si la loi en tout cas pour la Belgique, est pas très très claire par rapport à l'utilisation précise d'une Apple Watch ou d'une smartwatch quelle qu'elle soit, l'utilisation d'un appareil qui mettrait les autres en danger est strictement interdit lorsqu'on conduit sa voiture. Ouais. Et donc ce monsieur, ça lui a coûté 4 points et donc il espérait pouvoir considérer que c'était un car kit entre guillemets, que justement c'était plutôt du côté de la sécurité. Ouais. Pas du tout. Ce monsieur a décidé de faire appel sur son PV puisqu'il était absolument pas d'accord. Mais donc voilà, c'est rigolo. Et si vous avez une de ces montres, quelle qu'elle soit, ne l'utilisez pas en voiture. De toute façon, quoi qu'il en soit, en voiture, on doit rester maître de son véhicule, voilà, quel que soit l'environnement ou quoi qu'il se passe. Vous êtes responsable de votre conduite. Donc voilà. J'ai envie de dire bien fait, mais en même temps...
Pas bien fait. Ça partait d'une bonne intention. Il s'est dit, je vais pas sortir mon smartphone, je vais plutôt frimer avec mon Apple Watch. Est-ce que le flic en voulait absolument une et il a défini que lui il l'avait pas et donc il allait verbaliser ou pas? Ça, l'histoire ne le dit pas. Non, effectivement. Enfin, en attendant, voilà, l'amende, elle est passée. On retourne chez Seb pour parler de... Oui, ou Seb, non, j'avais un truc qu'on a oublié d'en parler. On avait dans le courrier des lecteurs, il y a toute une série de commentaires sur informaticien.be, de Bros, de Spitzer, etc. Sur justement les voitures. D'accord. Sur tout ce qui était le radar dont on a parlé la semaine passée. Donc, si ça vous tente de lire la suite de la discussion, il y a quelques longs textes. D'accord. C'est en commentaire du numéro 35. C'est un commentaire du numéro 35. Sur informaticien.be. C'est bien de le rappeler. Je n'avais pas été voir, moi, pour le coup, cette fois-ci. Donc, vous irez jeter un petit coup d'œil. Et on le mettra en commentaire aussi. Enfin, on rajoutera un commentaire pour dire qu'on a commenté. Si vous m'avez suivi. On reste chez toi. C'est pour parler de Facebook. Facebook, Maraudeur ou Stalker Map, c'est disponible. Alors, c'est Marc qui m'a donné cette actualité et qui vous salue. D'accord. Parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'on l'a vu. Ou plutôt, on l'a pas vu. Et il trouvait ça amusant. En fait, c'est une extension pour Chrome qui existe uniquement sur Chrome pour le moment. On l'espère probablement que sur Chrome. Et c'est disponible sur le Chrome Store. Vous cherchez Marauder Map. Et alors dès que vous allez dans Messenger après, donc sur votre Facebook, vous allez avoir une petite map qui apparaît en bas à gauche de votre écran, comme son nom l'indique, donc Marauder Map, et ça va vous afficher tous les déplacements de toutes les personnes avec qui vous avez échangé des messages pendant qu'ils vous ont envoyé des messages. Mais alors, ce qui est vraiment impressionnant, et en fait, effectivement, quand on va voir message par message, à chaque fois, il y a une petite bulle de localisation si vous l'avez activée. Enfin, surtout, elle est toujours là, sauf si vous l'avez désactivée, parce qu'elle est là de base. Lui, il reprend toutes ces petites bulles et il en refait le trajet. Alors, j'ai essayé avec quelques amis, effectivement, le trajet, et j'ai sa maison, son travail, les endroits où il m'a envoyé des messages, et je peux effectivement le localiser assez facilement. Alors, normalement, on regarde message par message, sauf qu'ici, avec cette map, ça vous refait tout l'historique. Et donc, vous voyez un peu ses habitudes de trajet, les endroits où il va, etc. Donc, ça fait un peu... C'est un peu invasif quand même, hein. C'est un peu invasif et c'est pas génial comme application. Je ne sais pas ce que Facebook fera pour répondre à ça, mais ça me semble difficile vu qu'il va juste rechercher les informations qui sont visibles sur la page. Il fait pas d'accès directement à Facebook, donc ça me semble pas évident à couper. Imagine dans une conversation, tu dis tiens, je t'ai vu l'autre jour, et puis la personne dit non, pas du tout, c'était pas moi, j'étais pas là, et que ça se voit sur la map. C'est vraiment pas agréable, quoi. Voilà, donc si vous aimez pas ce genre de truc, vous pouvez toujours désactiver la localisation avec Messenger quand vous envoyez un message, et le problème est réglé. D'accord, donc ne pas donner son... Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que une fois qu'ils l'ont laissé activer, c'est extrêmement précis et ça l'envoie tout le temps. D'accord. Donc, c'est précis, à quelques mètres près. Donc, oui. Et c'est précis. Voilà. À quelques mètres près. On le sait. Bon, voilà. Une information sympathique. On remerciera Marc. D'ailleurs. Voilà. On va passer à la lettre G, on est d'accord? On passe à la lettre G parce que, pas comme Google, parce que ça on l'a déjà fait, merci. G comme GoPro. Ah, ça c'est un accessoire que David affectionne particulièrement. GoPro qui, on l'avait déjà évoqué il y a quelques numéros de ça, et un paquet de numéros même, c'était dans les tuyaux, que GoPro allait commercialiser des drones. Oui, et donc ça y est, c'est officiel. Okay. Donc on sait que GoPro va commercialiser un quadricoptère et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura donc 4 hélices, c'est tout. Non, un peu plus sérieusement, comme beaucoup de drones. Ils ont communiqué sur le fait qu'ils allaient effectivement commercialiser un drone, puisque c'est un petit peu dans l'air du temps et que de toute façon tous les concurrents créateurs de drones ne se privent pas pour faire des baquets pour les GoPro. Et donc GoPro a décidé de proposer son propre modèle. Ils ont annoncé qu'au niveau tarif, ce serait dans la ligne de ce que les concurrents font. Quand on sait que les concurrents vont de 399 € à 1099 €, ça laisse une marge à GoPro pour trouver sa place.
Mais plus intéressant, ils ont communiqué, et c'était un des derniers points de Google I.O. Maintenant, sur le fait qu'ils allaient aussi travailler sur un système d'enregistrement multicaméra pour pouvoir capturer des vidéos en 360 degrés. On en a déjà parlé de projets concurrents, mais ici ce sera avec 6 caméras GoPro, et Google a annoncé de son côté à la fin de la Google I.O. que eux avaient un projet co-développé par GoPro, donc ce ne sera pas le produit fini brandé GoPro, mais un produit propre à Google. Et donc, on sent qu'il y a vraiment une grosse demande, et en tout cas que les marques veulent faire le pari de la réalité virtuelle et donc de l'enregistrement des vidéos en 360 degrés. Et donc, ben voilà, pour ceux qui ont des Gear VR ou qui comptent acheter des Oculus Rift, pardon, ben ils vont pouvoir avoir du contenu. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais vu un truc, je pense que c'était sur Kickstarter, un accessoire qui était une espèce de sphère, enfin en tout cas un module, qui était en fait dans lequel venaient se loger des GoPro, mais avec l'angle parfait pour que les images soient complémentaires. Et donc on avait un 360 qui, une fois passé dans un software propriétaire, permettait de replacer dans le plan l'ensemble des images. C'était assez bluffant. Je ne sais pas si ça aboutit ou pas. Seb, ça te rappelle quelque chose peut-être? Ça me rappelle un autre qui était exactement pareil. Il y a eu plusieurs idées dans ce sens-là. Et que tu envoyais, et effectivement, au moment où il se déclenchait 1 ou 2 secondes après l'avoir envoyé en l'air, et il te faisait une photo c'est ça, complète. C'est ça. Je pense que c'est ça qui a été fundé. Hein. Je pense. Et à propos des drones, une mini remarque d'une demi-seconde, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est le marché américain ici qui s'intéresse aux drones, alors que le marché américain est extrêmement restrictif sur les drones, et c'est aujourd'hui le marché européen qui fait le plus d'argent et qui le vend le plus de drones, parce que nos législations sont beaucoup plus souples en la matière. Pour l'instant, ça va changer, paraît-il. Je suis pas certain. En tout cas, aux États-Unis, ils vont l'assouplir. Nous, je ne suis pas certain qu'on le durcisse. Mais pour le moment, ça marche bien en Europe. Il y a déjà David, des concurrents, je pense, pour le drone prééquipé d'une caméra. Le Phantom, je pense, ils ont un modèle. C'est ça. Donc, ça, c'est le DJ2 Phantom 3 qui est un peu la référence, la star des drones pour le moment. Et de l'autre côté, on a des quadricoptères comme le Bebop qui est vendu 500 €, aux alentours des 500 €. Et donc là, c'est le marché qui est capable de prendre des caméras ou des appareils photo, puisque le Phantom 3, lui, il est même capable de prendre un réflexe avec déclenchement par télécommande. C'est beaucoup plus cher. Et donc, oui, mais ça permet, c'est 1100 €. Donc, c'est pas pour les gens qui font du modélisme dans l'aviation. C'est pas des budgets qui sont complètement fous. Parce qu'il faut savoir qu'un hélicoptère ou un avion en modélisme, on est vite sur des budgets qui sont bien plus élevés que ça. N'oubliez pas les assurances. Et oui, il y a des assurances spécifiques. Il y a des assurances spécifiques pour les drones, ça existe? Je ne sais pas, mais en tout cas, si tu laisses tomber ton réflexe de quelques mètres de haut, ça risque de faire mal, et pour ton réflexe, et pour celui qui est en dessous. Oui, pour l'expliquer à l'assureur, ça va être compliqué aussi. Quel chute 400 mètres. Ça va être compliqué. Et qu'avec le fantôme, tu peux quand même déjà aller très très loin. Voilà quoi. David, on reste chez toi pour parler du OnePlus. Hein, c'est un peu notre smartphone fétiche pour l'instant, le OnePlus. Oui, et donc on est 1 an plus tard après le OnePlus, donc OnePlus One plus 1 an, ça va donner OnePlus 2. Et donc le 1er juin, il y aura un event. Je ne vais pas dire qu'il y aura un keynote, on va peut-être pas exagérer non plus, mais il y aura un event de la part de OnePlus. Et donc tout va dans le sens d'un OnePlus 2. Et donc, de nouveau, un flagship killer, c'est vraiment leur objectif, d'intégrer vraiment toutes les dernières technologies, donc avec des écrans QHD en 5,2 pouces, avec des processeurs Snapdragon 810, donc qui sont quand même les processeurs pour le moment les plus en vogue. La possibilité d'avoir un lecteur de carte micro SD, c'est ce qui manque un petit peu sur le OnePlus One. Le lecteur d'empreintes digitales qui devrait faire son arrivée. Et vraisemblablement une évolution au niveau du système d'exploitation propre à OnePlus, puisque OnePlus a développé après la fin du partenariat entre guillemets, ou pas tout à fait la fin, mais le côté difficile du partenariat avec CyanogenMod, ils ont créé Oxygen OS.
Et donc, l'objectif, ce serait vraiment d'avoir un premier appareil qui aurait été conçu et développé pour cet OS-là. D'accord. On l'avait évoqué déjà ici avec Marc, l'autre Marc, il y a quelques semaines. On avait à l'époque il y avait eu quelques fuites sur le prix qui serait... 400 €, un peu moins. Ils ont garanti, c'est pas des fuites parce que OnePlus gère relativement bien sa communication, en tout cas en avant-vente. Ils parviennent à faire ils utilisent beaucoup leur compte Twitter et le compte Twitter du PDG. Et parfois, il est très ouvert. Donc, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent poser des questions et quand le PDG de OnePlus a envie d'y répondre, donc c'est-à-dire qu'il veut faire son annonce, plutôt que de faire une annonce bien compliquée, il retrouve quelqu'un qui a posé la question et il lui répond à ce moment-là. Ce qui fait que ce compte est tout le temps hyper suivi parce que il faut aller lire dans tous les messages, parce que si lui se décide à répondre, il peut donner l'exclusivité d'une information à une personne comme ça, juste donc, parce que c'est... Il a confirmé une fourchette de prix, tu disais, aux alentours des 400 aux alentours de 400 €. Donc ce sera un peu plus cher que ce que nous on a connu avec le OnePlus One. Maintenant, il ne faut pas oublier, donc ici on donne le tarif en euros. OnePlus a toujours travaillé son tarif en dollars. Et donc, vu le taux de conversion actuel par rapport à il y a un an, c'est normal que le OnePlus 2 soit vraisemblablement un peu plus cher que le OnePlus 1. Oui, mais un peu moins favorable. Mais je me rappelle que les allégations, puisqu'il s'agit forcément d'allégations, portaient sur des tarifs qui étaient proches de ce que proposait Samsung avec le S6. Non, pas du tout. Justement, c'est là qu'il s'est permis une réponse, au fait. Justement, en disant que c'était absolument pas son business model et que l'objectif, c'était de satisfaire le plus grand nombre. Enfin, très marketing. Mais à côté de ça, pour l'utiliser tous les jours, et je pense, Marc, que tu ne me contrediras pas, c'est un appareil qui tient encore parfaitement la route un an après. Aujourd'hui, ils annoncent une version 2, mais ils pourraient tout à fait se permettre de rester sur la version 1. Ça tient parfaitement la route. Chaque fois qu'on en parle, on vous donne un peu de nos nouvelles concernant l'appareil. Mon seul regret, moi, c'est que j'avais pris la housse un peu rigide, plastique transparent, pas une bonne idée, parce que c'est tout cassé, ça part en morceaux, donc ça c'est pas fort intéressant, mais pour le reste aucun souci. Voilà. Et moi qui n'ai pas mis de housse, il n'y a rien du tout. Voilà, donc là il est prêt à repartir. Voilà. Je voyais Sébastien qui se marrait dans son coin. Pourquoi donc? Non, il n'a rien dit. Seb, on reste chez toi pour parler d'Amazon qui livre le jour même maintenant, mais pas ici, pas en Belgique, pas chez nous. Aux États-Unis. Malheureusement, si vous habitez San Diego ou Tampa Bay et que vous nous écoutez, c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà. Ils sont capables. Ils sont capables de faire de la livraison au même jour. Alors, c'est pas les seuls. En Belgique, ça se fait aussi, donc pourquoi pas. Mais maintenant, Amazon le fait dans quelques nouveaux marchés et au-dessus de 35 $, c'est gratuit. Donc voilà, c'est juste pour dire que attendez, ça risque d'arriver en Europe d'ici quelques mois, quelques années. Ouais. Par exemple. Peut-être. Mais ceci dit, d'autres fournisseurs chez nous le font, peut-être pas le jour même, mais le lendemain, sans grande difficulté. Si. Le jour même, oui. Le jour même, ils le font. Si on commande avant une certaine heure le matin. Avant, non, l'après-midi jusqu'à 3 ou 4 heures, tu l'as le soir. D'accord, ok. C'est un service qui est fourni. Alors cette fois-ci, c'est pas la poste. Ils font le lendemain matin par la poste et le soir même, c'est. Alors j'en reviens plus sur le nom. C'est une boîte de livraison qui s'occupe aussi des services après-vente de la plupart des équipementiers informatiques. Donc aujourd'hui, c'est quand même essentiellement dans le milieu de l'informatique qu'on fait ce genre de. Il y a aussi les possibilités de livraison le dimanche, ça s'en vient de plus en plus aussi. Et c'est plutôt pas mal. Dynalogic, voilà, c'est Dynalogic qui fait ça. On va rester chez toi, Seb, pour parler de tout à fait autre chose. Ceux qui ont l'habitude d'héberger eux-mêmes leur site web, leur blog, etc., connaissent OVH. OVH qui propose un nouveau serveur dédié, pas cher, 5 €. Voilà, non, c'est une annonce c'est une nouveauté pour ceux qui sont clients. Ils ont reçu un mail normalement aujourd'hui où il y a quelques jours pour leur annoncer qu'ils pouvaient tester ça gratuitement. Et maintenant, on est sur des machines. Alors, c'est pas juste sur la nouveauté et d'une machine à 5 € parce que bon, voilà, c'est un Atom, Z2 Go de RAM, etc. Moi, ce qui me fait réagir sur ce genre de news, c'est que vu le prix de ce genre de truc maintenant, ça devient presque inconsommable, quoi. Ouais. C'est inconsommable et pourtant quand on y réfléchit, c'est un serveur avec une bande passante de 100 mégas, 128 IP je pense, en IPv6 et voilà, et 500 gigas pour aller hoster vos trucs, c'est 5 € par mois, quoi. Ouais. Est-ce que c'est aussi performant qu'un compte mutualisé de bonne facture, on va dire?
Ça dépend ce que tu vas faire tourner dessus. Honnêtement, oui, si tu fais tourner ton WordPress pour tes photos de famille, tu verras franchement pas la différence, quoi. Pour nous, par exemple, pour les technos, ça pourrait très largement suffire. Parce que 5 euros, c'est le prix, en gros, si on le met à l'année, c'est 60 euros. C'est 60 euros, c'est le prix d'un mutualisé de bonne facture. D'un mutualisé. Alors attention, si on prend un serveur dédié, c'est que si le disque claque, c'est pas comme du mutualisé. Le disque claque, tu as perdu tes données. Ici, on doit gérer son serveur, c'est une machine qui tourne comme un PC chez vous. La RAM claque, il faut quelqu'un qui aille remplacer la RAM. Je vous rassure, c'est les gars d'OVH. Mais si le disque claque, il vous en mettra à nouveau. Mettre un nouveau disque, ça sous-entend que vous avez perdu vos données. Ça, c'est plutôt embêtant. Donc voilà, il faut gérer, il faut faire un peu d'admin système. Tandis que quand tu fais du mutualisé, c'est eux qui font tout ça pour toi, pas de problème. Si vous n'avez pas envie de faire de l'admin system, prenez un mutualisé, je serais tenté de dire. Si vous n'avez pas besoin de faire tourner des applications qui vous sont propres et qui sont systématiquement refusées sur des mutualisés pour de très très bonnes raisons aussi, finalement, oui, pourquoi pas, les 5 euros. Effectivement. En même temps, on peut faire tourner un serveur chez soi maintenant aussi, pour tester des choses. Mais t'as pas une bande passante de 100 mégabits. On est bien d'accord. Voilà. C'est un choix à un moment donné. On va terminer ce numéro avec une information avec S comme shit. Voilà. C'est dit. De quoi s'agit-il C'est une information de merde, hein. Et c'est presque... c'est presque tout. Donc, si vous connaissez Eric Schmidt, il y a un artiste qui... il faut le saluer, il a réussi un très bon jeu de mots. Il a fait un portrait et il l'a appelé Eric Shit. Donc, je vous laisse deviner, bien sûr, avec quoi il a fait le portrait. Ah oui. Alors, le principal intéressé n'a pas encore donné son avis sur la peinture, qui est plutôt quand même ressemblante, mais je suis pas certain qu'il se pisse dessus de rire. Honnêtement. C'est n'importe quoi cette news. Oui, mais ça a fait le tour du monde. Ah bon, d'accord. Comme quoi. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la question, même s'il y avait un gros chapitre consacré à Google cette semaine. Pour le reste, même la conclusion. Hein. Même la conclusion. Effectivement. Un peu moins d'infos de manière générale cette semaine. C'est souvent comme ça à l'approche du mois de juin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Sébastien ou David. Il y a une espèce de ralentissement au mois de juin. C'est l'été. Ça doit être ça, c'est l'approche des vacances. Et on va se mettre nous-mêmes tout doucement en vacances aussi. Même si nous resterons durant l'été, on vous accompagnera avec de la news, bien entendu. N'hésitez pas à poser vos questions, faire vos commentaires en commentaire justement de cette vidéo ou de cet article de blog ou de cet article informaticien.be. C'est toujours en dessous que se trouvent les commentaires, donc n'hésitez pas à y faire votre petit commentaire. Et nous, on essaye d'y répondre systématiquement. Je vois Sébastien lever encore le doigt. Oui, et je voulais dire, les trolls, c'est par là. C'est de ce côté-là. Ah oui, de ce côté-là. C'est par là. C'est par là. D'accord. C'est par là. Donc, merci David. À très bientôt. Et puis, merci également à Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, avec le numéro 37. Salut!